and then my jaw, which dislocated my jaw. And then I had a big bruise here, and as I fell, he just kept hitting, and once I hit the ground, then he just started kicking. Well, the fact that she got me put in prison, she knows that the bullshit she pulled, the only way to keep from sending her front teeth flying out her asshole is to have me behind this glass. Because she's a bitch, and she deserved to have the shit knocked out of her, but you know what the hell. No Country for Old Men se déroule au Texas, en 1980. Alors que Llewellyn Moss chasse dans le désert, il tombe sur les résultats d'un trafic de stupéfiants entre Mexicains ayant mal tourné. Plusieurs cadavres jonchent le sol, et il fait face à un dernier survivant blessé, le suppliant pour de l'eau. Llewellyn l'ignore et continue ses recherches avant de tomber sur une valise contenant 2 millions de dollars en cash, qu'il ramène chez lui. Le soir même, regrettant son geste envers l'homme blessé, il retourne sur les lieux pour lui apporter de l'eau. Il est alors poursuivi par d'autres hommes du cartel mais parvient à s'enfuir. Blessé, il demande à sa femme de passer quelque temps chez sa mère alors qu'elle quitte la ville et part se réfugier avec l'argent dans un motel à Del Rio. Anton Chigurh, tueur à gages, est recruté pour récupérer cet argent. La première fois qu'apparaît Anton Chigurh à l'écran, on ne parvient pas vraiment à le distinguer. Il n'est qu'une silhouette, calme, froide et silencieuse. Arrêté par un policier, il ne dit pas un mot, ne s'agite pas et ne conteste pas son sort. Transporté au commissariat le plus proche, il est placé en garde à vue, menotté. Il réfléchit quelques instants et attend le bon moment. Considéré par des psychiatres comme la représentation la plus réaliste d'un psychopathe au cinéma, nous verrons dans cette première analyse les traits de personnalité les plus marquants chez Anton Chigurh et de quelle manière il se retrouve chez un véritable tueur américain des années 2000. Pour mettre en perspective sa psychopathie, on peut distinguer 3 caractéristiques qu'il ne semble pas connaître: la peur, l'empathie, la culpabilité et une dont il dispose, la ruse. Anton vient de tuer son ancien employeur. Comme on peut le voir, il agit avec une totale détermination sans planification préalable. On comprend alors qu'il est imperméable à la peur. Les témoins, la sécurité dont dispose l'immeuble ou encore le fait qu'il soit en plein jour ne sont pas des critères qu'il prend en compte avant d'agir. Il agit car il a décidé de le faire. Il agit car on lui bloque sa route. Et enfin, il agit car il a promis de le faire. Il ne tient pas compte des facteurs externes qui pourraient le conduire, soit dans une cellule, soit dans un cercueil. Comme nous l'avons vu dans l'étude du cerveau des psychopathes, ces derniers disposent d'un déficit dans la perception des risques. Dans le cas d'Anton, l'avantage est sa capacité à rester calme et réfléchi lors des fusillades. Ces dernières étant partie intégrante de son métier, son manque de peur fait ainsi de lui un excellent tueur à gages. Le contre-coup de cette caractéristique est la difficulté qu'il a à anticiper les menaces. Cela est notamment visible dans la scène de la fusillade avec Moss. Après avoir retrouvé le motel où Moss se cache, il le manque de peu mais réussit à le blesser. Moss emprunte ensuite le véhicule d'un automobiliste afin de s'enfuir. Très bon tireur et sachant garder son calme, Anton parvient à abattre le conducteur et entraîne Moss dans une collision. Moss part ensuite se cacher derrière des véhicules garés. Le manque de peur d'Anton se retourne alors contre lui, puisqu'il marche lentement, en pleine lumière et totalement à découvert vers Moss. Ce dernier surgit de l'ombre et lui tire dessus, le blessant à la jambe. Là où Anton Chigurh reste effrayant pour le protagoniste et le spectateur, est qu'il n'hurle pas de douleur, ne prononce même pas un bruit lorsqu'il est touché par balle. Dans son plus grand moment de faiblesse, il disparaît simplement dans l'ombre. Peu importe la situation, à aucun moment Anton Chigurh ne panique, ne suffoque, ne crie ou ne souffre. Il semble imperméable à ce type d'émotion. Il est alors difficile pour le héros de savoir s'il gagne ou non la bataille contre Anton. Le cas de John Battaglia est avant tout celui d'un homme dénué d'empathie. Son histoire et son procès ont marqué sa région au début des années 2000. Avant de vous révéler ce qui l'a amené à être condamné à mort, il convient de se pencher sur la fin d'une interview qu'il a donnée juste avant sa date d'exécution. Durant celle-ci, le journaliste aborde inévitablement la question de sa mise à mort. Face à cela, il fait preuve, comme Anton Chigurh, d'une absence d'anxiété. Would I say I'm ready to be executed? I mean, I don't want to be,
Because especially now that I'm speaking to my daughter, I like that. But, I mean, as far as like mentally prepared, yeah, I mean, it's not going to be that big deal. Non seulement il n'est pas stressé, mais il démontre une grande décontraction, une insouciance à l'égard de sa propre mort. Lorsqu'on lui demande ce qu'il en pense, il reste positif. I mean, it's better than getting snuck up by somebody and shot in the back or killed in a car crash and, you know, chopped up the hamburger meat or dying in some stupid son of a bitch's war in some place. So, I mean, of all the possibilities, it's not that bad. It's very clean and they're very nice to you, considering. Les psychopathes sont ceux qui souffrent le moins de dépression. Cela n'est pas lié à un optimisme exceptionnel de leur part, mais à leur manque général d'émotions, leur très grande confiance en eux et leur absence de peur. Peu importe la gravité de leur situation, ils ont toujours l'intime conviction qu'ils ont le contrôle, ou qu'ils l'auront à l'avenir. So I would imagine there'd be a little bit of anxiety, but other than that, it'd probably be a trip. I mean, how many people get to do that? It'll be odd, but scary, I don't think. I mean, what would be to be scared of? You know what's going to happen. Except if they call at the last minute and say, no, don't do it. And then you're like, oh, fuck. I got to do this all over again? Because I've known guys who've done that 4 or 5 times, and they just never are the same afterwards. Pour une fois, Anton n'a fait aucun mort. Ce moment est néanmoins celui qui caractérise le mieux son absence d'empathie. Cette scène nous montre en effet que ce n'est pas le nombre de morts ou de blessés qui caractérise la cruauté d'un acte. Ce qui rend un acte inhumain est l'indifférence de son auteur à l'égard de la vie des autres. Ici, plutôt que d'attirer l'attention sur sa blessure par balle et se payer des soins lui-même, il préfère faire exploser une voiture en pleine rue afin de détourner l'attention et voler ce dont il a besoin. Comme on peut le voir, un homme passe devant la voiture quelques secondes avant l'explosion, qu'Anton ne daigne regarder. Cela aurait pu être une famille ou des enfants, peu importe. Il doit atteindre son objectif même si cela coûte la vie à plusieurs personnes. On voit là un manque total d'humanité, un égoïsme poussé à l'extrême. Des bandages sont plus importants que des vies humaines. Cet esprit tordu le rend imprévisible, car on se rend compte que personne n'est à l'abri. Que l'individu l'ait dérangé, vu, côtoyé ou non, rien de cela n'a de valeur. N'importe qui peut être l'une de ses victimes directes ou collatérales. You know, I always said if I ever sit and looked at the devil, I was sitting across the table from him, probably 10 feet away, you know, and still remember those eyes and that look and that stare. L'absence d'empathie d'Anton est partagée par John Battaglia. C'est le trait de personnalité le plus important pour prédire son comportement. Dans les années 80, il se marie avec Michelle Getty, avec qui il a une fille, Christy. En 1987, John agresse sa femme, lui brisant le nez et la mâchoire, et la laissant pour morte dans la rue. Le couple divorce et John se remarie en 1991 avec Mary, avec qui il a 2 filles, Mary Faith et Liberty. Le 25 décembre 1999, l'homme agresse sa seconde femme. Suite à cela, elle divorce et obtient une ordonnance restrictive à son encontre. John continue cependant de la harceler et bénéficie toujours de la garde alternée de ses filles car il ne les a jamais agressées. Début 2001, il apprend que son ex-femme Mary a demandé un mandat d'arrêt à son égard du fait du risque qu'il représente pour elle et ses filles. John a vent de la nouvelle et décide de se venger. Le 2 mai 2001, alors qu'elle garde ses 2 filles, il passe un coup de fil à Mary et met le téléphone sur haut-parleur. Durant l'appel téléphonique, John oblige ses filles à demander à leur mère pourquoi elle veut faire emprisonner leur père. John sort ensuite un revolver. Ses 2 filles lui supplient d'arrêter, ce à quoi leur mère leur crie de s'enfuir. Au moment où elles courent pour échapper à leur père, John leur tire dessus. 3 balles pour Faith et 5 pour Liberty. Mary, impuissante, assiste à la mort de ses 2 filles de 9 et 6 ans au téléphone. Après les meurtres, John a laissé ce message dans le répondeur du téléphone présent dans la chambre des filles.
À aucun moment il ne les a tués car il les détestait. Il les a juste tués pour détruire psychologiquement son ex-femme. On voit là toute la psychologie du psychopathe. Il ne traite pas les autres comme des humains, mais comme des objets ou des outils pour arriver à ses fins. John précise dans l'interview qu'il aimait bien passer du temps avec ses filles. On pourrait croire qu'il ment, mais la réalité est plus effrayante. Il appréciait vraiment ses moments avec Liberty et Faith car elles le divertissaient et le stimulaient. Mais ça s'arrête là. À aucun moment il ne les aimait ou n'était attaché à elles. Vu de l'extérieur, il portait donc le fameux masque de la sanité. C'est-à-dire qu'il apparaissait comme un bon père de famille auprès du monde. Il n'a ensuite eu aucune once d'hésitation quand il a froidement abattu ses 2 gamines. Il savait que cela allait faire souffrir Marie. Cet acte dénote aussi la vision très court-termiste typique des psychopathes, expliquée dans ma vidéo sur eux. Le fait de faire souffrir son ex-femme lui procurait tellement de plaisir à court terme qu'il en a oublié les conséquences à long terme, à savoir son arrestation et sa condamnation à mort. And it was obvious when I walked into the door where I could see Liberty. She had tried to run. She had hurt her mom, I think, and she had tried to run to the front door. It's weird to look back on it now because, of course, I'll always remember them as 6 and 9 years old when I was 15. I ain't got the money. What little I had is long gone, and there's bills aplenty to pay yet. I buried my mother today. Ain't paid for that neither. I wouldn't worry about it. En quelques semaines, Carla a enterré son mari et sa mère. Elle garde quand même la tête haute malgré ces tragédies. Au moment où l'on pense que No Country for Old Men finit sur cette triste note, on en oublie quelqu'un d'important. Anton Chigurh. Quelque temps auparavant, le tueur à gages s'entretient avec Moss qui détient l'argent du cartel. Il lui fait alors une offre impossible. Soit il lui rend l'argent et est le seul à mourir, soit il refuse et lui et sa femme meurent. Moss rejette les 2 propositions puisqu'il choisit de s'enfuir avec Carla et l'argent. À 2 doigts de rejoindre sa femme, il est abattu par le cartel mexicain, lui aussi à la recherche de l'argent. N'ayant pas reçu la somme, Anton applique sa logique implacable. C'est cela que le spectateur n'a pas réussi à anticiper. Son absence d'empathie nous est si étrangère, si folle, qu'à aucun moment nous nous sommes dit que Carla était toujours en danger. Anton retrouve la jeune femme et la confronte. Il lui fait comprendre son sort, mais nous montre une nouvelle fois son incapacité à admettre une quelconque culpabilité pour ses crimes. You got no cause to hurt me. No. But I gave my word. You gave your word? To your husband. Aux yeux d'Anton, il n'est jamais responsable de la mort de ses victimes. Ce sont soit les victimes elles-mêmes, soit leurs proches ou le hasard qui sont à blâmer. Carla réfute la version des faits et la logique du criminel. Anton, à court d'arguments, sort alors sa fameuse pièce. Le pile ou face basé sur le hasard lui paraît juste. Il en est le législateur, le juge et le bourreau. Il crée les règles du jeu, décide si elles sont justes, qui y participe et les applique. En revanche, il oublie que le fait qu'il décide du joueur et de sa mise est totalement injuste et du ressort de sa responsabilité. La décision de recourir au jeu pour Carla est intéressante, car il nous montre que le hasard compte davantage que ses propres choix. Il est en effet prêt à renoncer à tuer Carla si le hasard agit en sa faveur lors du pile ou face. Grâce à cette pièce, il n'est jamais responsable de ses actes. Soit il estime ses actes justifiés, soit, si leur logique est remise en cause, comme c'est le cas ici, il fait appel à la pièce. La victime est ainsi prisonnière du jeu. Elle peut soit gagner, soit perdre, ou soit refuser d'y jouer. Ce refus est alors considéré comme un choix entraînant la mort, et implique donc qu'il n'y a aucune échappatoire, mis à part gagner au pile ou face. Le meurtre n'est alors justifié moralement que par le choix erroné de la victime, et Anton n'est plus responsable. Call it. Call it. No. I ain't gonna call it.
The coin don't have no say. It's just you. Do I think I was a good father to liberty and faith? Yes, I mean, you know, I tried to be. L'incapacité d'Anton à reconnaître une quelconque faute est partagée par John Battaglia. Lorsque le journaliste évoque les violences subies par sa femme, il sort un grand classique de la violence domestique, le victim blaming. And when you think about that incident, how does that make you feel? Makes me feel like I should have killed her. She's such a pain in the ass. And she couldn't take a lesson. En rendant sa femme responsable selon lui de provocation, il se décharge de toute l'immoralité de son passage à tabac. L'autre moyen qu'il utilise pour se disculper est le déni du crime lui-même. C'est ce qu'il fait pour le meurtre de ses filles. Oh, how did Faith and Liberty die? They said they died of gunshot wounds. So there's nothing about that you remember? Not particularly, no. Non seulement il refuse d'admettre qu'il les a tués, mais en plus, il ignore volontairement les circonstances de leur mort. Il parle ainsi de blessures par balle, comme si elles avaient été touchées par des balles perdues. Juste après les avoir abattues, il se rend avec une copine à un salon de tatouage. Il se tatoue alors 2 roses en hommage à Liberty et Faith. Yeah, the night that I was arrested, I had the roses. Do they have any significance? Yeah, I love roses. Sa réponse et son faux air naïf dénotent un total détachement à l'égard de la mort de ses filles. La légèreté avec laquelle il répond nous montre à quel point il n'est pas bouleversé par son geste. Comme Anton Chigurh, John Battaglia refuse de reconnaître la folie de ses crimes, et personne ne peut le raisonner à ce sujet. There's an ambulance coming. The man over yonder went to call. All right. What did you take for the shirt? Anton se sert de la chemise de l'ado comme attelle. Il lui propose 100 $ en retour et insiste pour qu'il les prenne. On croit qu'Anton a finalement un minimum de principe, qu'il est prêt à payer un service qui lui est rendu, mais la réalité est tout autre. Take it in. You didn't see me. I was already gone. Yes, sir. Anton Chigurh sait que l'ambulance et la police sont en route. Cette somme ne sert donc pas à acheter la chemise de l'ado, mais leur silence. Là encore, même quand un os sort littéralement de son bras, il reste dans le calcul. Cela en fait un antagoniste extrêmement difficile à faire plier. Peu importe l'état physique et mental dans lequel il se trouve, il ne s'arrête jamais d'avancer vers son objectif. John Battaglia utilise également la manipulation pour éviter le pire. En 2002, lors de son procès, les jurés n'ont délibéré que 19 minutes avant de le condamner à mort. Ses avocats sont ensuite parvenus à gagner du temps lors de l'appel pour obtenir une peine à perpétuité. Il est finalement programmé pour être exécuté le 31 mars 2016, soit 2 semaines après cette interview. À la fin de l'entrevue, il dévoile ouvertement les manipulations qu'il entreprend. Do I think I'm insane? And I would say no, I don't think so, but then that would be catch-22. I mean, if I did think I was insane, then I would probably not be insane, right? So I think that's how it works, at least Joseph Heller's version. John sait que son seul moyen d'éviter la peine de mort est d'être déclaré inapte mentalement. Il sait cependant qu'un véritable fou ne sait pas qu'il est fou. Voilà pourquoi il prétend auprès du journaliste être totalement sain d'esprit. Il fait également mine de ne pas se souvenir de la mort de ses filles. So you think the reason why you killed your 2 daughters was because you were drugged? I think so. If I did it at all. And that is, again, I mean, I think I didn't, but, you know, obviously they'll convince me and anybody else that I did, but if I'm not aware of it... Il utilise 2 issues de sortie, le fait d'avoir une maladie mentale et le fait d'avoir été drogué. Dans les 2 cas, il pourrait éviter la peine de mort, mais la probabilité est très faible face à des psychiatres rodés. L'optimisme dont il fait preuve est donc totalement exagéré.
What would be to be scared of? You know what's going to happen. Except if they call the last minute and say, no, don't do it. And then you're like, oh, fuck. I got to do this all over again? I do feel like the state did rob me of a new beginning. Anton Chigurh paraît donc au premier abord énigmatique. Il nous est difficile de comprendre son attitude et ses motivations. Lorsque l'on finit par disposer d'assez d'informations, de nombreux traits de personnalité psychopathique se démarquent. Si l'on prend le PCLR, on peut d'abord le noter 0 sur 4 aux critères sexuels, car il ne semble absolument pas intéressé par autre chose que l'argent. Concernant le facteur 1, Anton Chigurh fait preuve de désinvolture, mais il ne dispose pas d'un charme superficiel. C'est un manipulateur très polyvalent. Il manipule de manière classique quand il réclame l'argent auprès de Moss, et quand il achète le silence des ados de manière détournée. Il y a cependant 2 autres actes que l'on pourrait considérer comme des manipulations. Le premier intervient après qu'il ait tué le policier l'ayant arrêté. Plutôt que de s'entêter à voler la voiture d'un citoyen directement, il utilise celle de la police comme appât. Elle lui permet ainsi d'arrêter un automobiliste et le faire sortir de son véhicule sans utiliser la force. Cela l'aide ensuite à l'abattre sans laisser de traces dans la voiture. L'autre moment original est lorsqu'il vole un kit de soins dans une pharmacie. Là encore, il parvient à son objectif sans utiliser la force dans la boutique. Au lieu d'un vol à main armée classique, il détourne l'attention en faisant exploser un véhicule juste devant la pharmacie et peut ainsi se servir dans les rayons. Pour ce qui est du mensonge, il n'est pas omniprésent, car il est souvent franc avec ses victimes, notamment quand il fait comprendre à Carlson et Carla leur sort. Son estime de soi est quant à elle grandiose, car il traite les humains comme on traite les animaux dans les abattoirs. C'est lui qui décide de la fin de vie des humains qu'il côtoie, autrement dit, de leur date d'expiration. Il utilise en plus un pistolet d'abattage pour les achever, une arme utilisée pour assommer ou tuer les bovins. Quant à l'aspect affectif, l'analyse des différentes scènes du film nous ont permis d'établir chez Anton une froideur émotionnelle, un manque total d'empathie, de remords et de culpabilité. Le facteur 2, lui, traite de sa délinquance. En tant que tueur à gages, on peut déjà lui mettre 2 à plusieurs critères. Au vu de ses forts traits psychopathiques énoncés au facteur 1, on peut en déduire qu'il était déjà de la sorte adolescent, impliquant une délinquance juvénile. Son métier ultra risqué et le fait de forcer ses victimes à miser leur vie au pile ou face sont des indicateurs d'un fort besoin de stimulation. Anton est également irresponsable, car il estime toujours que ce sont ses victimes qui ont causé leur propre mort. Le tueur n'a aucun objectif de long terme, que cela soit de grimper dans la hiérarchie du monde du crime ou de fonder une famille. Il souhaite seulement accumuler les gains à court terme. Enfin, il ne fait pas preuve d'une impulsivité irraisonnée, car la totalité de ses crimes sont soit calculés ou soit justifiés selon son code de conduite tordu. En ajoutant les notes de chacun des facteurs, Anton Chigurh obtient 32 sur 40. C'est donc un psychopathe selon les classifications américaines. Le danger imminent, le regard des autres et la souffrance de ses victimes ne comptent pas à ses yeux. Seul son intérêt personnel n'a d'importance. Le comportement d'Anton Chigurh en fait une personnification de la mort. Il plane sur tous les êtres, est implacable, imprévisible et incorruptible. On ne surpasse jamais la mort, on en retarde juste l'échéance. Lorsqu'elle nous regarde droit dans les yeux, on ne peut que l'accepter ou la nier, mais on ne peut y échapper. And you know what's gonna happen now, Carson? You should admit your situation. There will be more dignity in it. If the rule you followed brought you to this, of what use was the rule?